Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT, là pour ce premier numéro de l'année de Réuicht, un peu tardif certes, mais l'essentiel est bien de se retrouver avec mes confrères. Patrick Vinciguer de RCFM, bonsoir Patrick. Jérôme Paoli de Parole de Corse, bonsoir à vous. Et puis un troisième confrère, mais qui est là à titre d'écrivain aujourd'hui, Dilormo Padovani. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Dilormo, écrivain de ce remarquable ouvrage consacré aux chansons corses de ce demi-siècle écoulé à l'Alba di Ugento. C'est son titre, il est publié aux éditions Albiane et nous en parlerons dans un moment. Mais avant cela, l'actualité. Et c'est encore une fois la Covid qui nous préoccupe. On s'attendait cette semaine à l'annonce d'un nouveau confinement. Mais finalement, il faudra attendre un peu que le président ait réfléchi et décide. Les ministres, les scientifiques, les médecins, eux, continuent à s'exprimer, chacun contredisant joyeusement l'autre. Bref, les gens sont déboussolés. On écoute ces quelques réactions. Avant le deuxième confinement, on n'a pas vu les véritables effets. Donc, ils prennent des mesures, ils n'attendent pas de voir vraiment le réel impact. Donc, sincèrement, je ne sais pas. Moi, je pense qu'un confinement ne sert pas à grand-chose. Un reconfinement, non. Le gouvernement, je pense qu'au bout d'un temps, il faut qu'il réfléchisse à d'autres solutions et qu'il prenne aussi conscience de toutes les répercussions psychologiques qu'il peut y avoir sur l'être humain. Pour moi, il vaut mieux faire un bon confinement, une bonne fois pour toutes, que de continuer à nous sortir des règles de jour en jour. S'il faut le faire, moi je pense qu'il vaut mieux le faire. Jérôme, finalement, ces mesures que l'on a prises depuis le mois de novembre n'ont pas servi à grand-chose. Elles ont certes un peu ralenti l'épidémie, elles n'ont pas supprimé. La seule mesure véritable et efficace, ce serait le confinement doublé de la vaccination, si on a des vaccins. Alors, la vraie solution, c'est le vaccin. Parce que pour combattre ça, il faut qu'on vaccine tout le monde. Quand on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui en approvisionnement, il y a des ruptures de stock, on ne va même pas arriver à faire les deuxièmes doses, donc on est face à une problématique très très forte. Les mesures qui ont été prises, elles ont sûrement atténué le virus, mais bon, elles ne sont pas suffisantes, c'est une évidence. Donc maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Mais est-ce qu'on peut reconfiner complètement comme ça s'est passé au mois de mars ? Est-ce que l'opinion est capable de le supporter ? Apparemment, l'opinion, selon un sondage paru ce jeudi, y est favorable, même largement favorable, plus de 62%. Sauf que, quand on entre dans le détail, on s'aperçoit en théorie, que les gens sont contre les mesures qui en dépendent. C'est-à-dire, par exemple, ils veulent malgré tout recevoir des gens à la maison, alors que le principe du confinement, c'est de rester confiné. Ils veulent quand même sortir sans restriction. Ils sont contre aussi la fermeture des bars et des restaurants. Donc, en quelque sorte, un confinement à la carte. Bon, mais je pense que les gens sont vraiment déboussolés. Privé de liberté, tout simplement, c'est ce que tu es en train de dire. Est-ce que justement, il faut tout en sachant que c'est un mal nécessaire. Un confinement à la carte. Est-ce qu'on peut confiner de la même manière à Paris où il y a des millions d'habitants, comme Albertach ou à Casalabri? Déjà, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit compris. Et pour que ce soit compris, d'imposer un confinement total à la Corse actuellement, ça paraît un petit peu ambitieux, à condition, encore une fois, que si on ne confine pas en Corse, on mette les moyens nécessaires, vous l'avez dit, sur les vaccins, qu'on vaccine massivement la population. C'est pas parti pour, hein. Et non, c'est pas parti pour, justement. Donc, le problème aujourd'hui, c'est le vaccin. Ça ne dépend pas uniquement des États. Bon, les vaccins, on le voit, Moderna vient d'annoncer également une baisse des vaccins qui seront fournis dans les prochains jours, dans les prochains mois, je crois de 40%, une baisse de 40%, c'est pas rien. Mais concernant la territorialisation du confinement, effectivement, là, il y a des pistes à explorer. Considérer que la Corse, ce n'est pas le Grand Est, on est moins concerné, même si chez nous, il y a un rebond sérieux, et principalement en Haute-Corse. À condition qu'il n'y ait pas de déplacement. C'est-à-dire que il faut aussi... À condition d'avoir un green pass efficace. Il faut faire de la territorialisation. Au col de Vitsavone. Non, mais tu peux faire de la territorialisation, mais il ne faut pas que les Parisiens arrivent en masse à un moment donné, ou pendant les vacances, il y a des flux. Parce qu'il y a des flux, ça sert à... Là, du coup, il faut généraliser. Ils n'arriveront pas en masse, parce que bon, actuellement, ça se tarit, les gens ont peur, et même le green pass, c'est la question qu'il faudra se poser dans les prochaines semaines, et à l'orée de la saison estivale, ne suffit pas. On le voit à toutes les régions. Vous avez Israël qui a complètement coupé ses liaisons aériennes. Vous avez l'Allemagne qui l'envisage. Mais d'un autre côté, Israël vaccine énormément. L'issue, c'est le vaccin.
Mais il y a eu un peu d'anticipation en Israël aussi. Ils avaient commandé les vaccins bien auparavant. Ils ont commencé la vaccination bien avant. Le vaccin, le Green Pass et surtout des périodes d'isolement plus ou moins longues. Maintenant, en Chine, c'est carrément 4 semaines. Mais confinons, mais vaccinons massivement. Il faut vacciner. Voilà. Mais là, alors, ça dépend. Il y a des choses qui nous échappent parce que les commandes, apparemment, ont été passées par l'Union européenne. Et dans cette affaire, l'Union européenne, le rapport de force n'a pas joué en sa faveur. On voit que les Britanniques sont mieux servis en ayant quitté l'Union européenne que s'ils y étaient restés. Ils se sont positionnés beaucoup plus tôt. Voilà. Allez, on change complètement de sujet, on va sortir un peu de ce Covid. On en vient à votre livre, dit l'Ormo, à l'Alba di Ugante, qui est en fait l'Alba di Amos, un seul combat nationaliste à travers le chant que vous décryptez en 130 chansons. Alors peut-être un peu moins, si l'on enlève celle de Tino Rossi, de Charles Rauque, mais il n'y en a pas beaucoup. Eux, ils étaient sur un autre registre. Pour le reste, c'est la déclinaison musicale de la revendication nationaliste. Oui, mais c'est en tout cas une photographie ou plusieurs photographies de plusieurs époques qui ont été marquées par le chant. Le chant, certes revendicatif, mais également d'autres chants qui n'étaient pas forcément revendicatifs, mais qui portaient en tout cas de toute façon un message et qui portaient une volonté de ne pas oublier et de reconquérir certains territoires qui était en train de se perdre. Est-ce que la période, c'est vrai qu'elle a été prolifique, mais est-ce que c'était exceptionnel ou alors de tout temps, le chant a fait partie de la vie de la société corse? Oui, mais c'est de tout temps. Alors il y a j'ai quand même travaillé sur quelques exemples de chants traditionnels parce que c'est quand même la base, c'est quand même le socle est quand même là. Et de tout temps, évidemment, le chant, on le sait, accompagne la vie des Corses depuis toujours, du berceau au cimetière. Alors moi, ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, c'est que sur 130 chansons, il y en a, je regarde, il y en a 30 qui sont consacrées à l'histoire, une trentaine également revendicatives et seulement 10 histoires d'amour. C'est un reflet de la société corse? Non, je pense pas, parce que les 10 chansons d'amour sont des belles chansons, sont 10 monuments quand même. Mais non, je pense que alors déjà, le choix, il faut savoir, le choix qui a été fait est très personnel. C'est-à-dire que c'est un choix subjectif que j'ai fait à travers deux choses. Les chants qui, moi, m'ont marqué personnellement et les chants dont j'estimais qu'ils avaient un poids très important et à un moment donné dans la tradition et dans la société corse des chants qui ont vraiment compté. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais depuis 1975 on ne peut pas dire que ce sont les chants d'amour qui dominent. Non, c'est pas les chants d'amour qui dominent, mais c'est quand même ces chants-là ont quand même toujours eu une place très très importante. Dans nos chansons, il y a 10 fois le mot libertà. Dans une chanson des Beatles, il y a 1010 fois le mot love. C'est vrai. C'est vrai, mais parce que ça dit beaucoup sur notre société. Tout à fait, mais c'est aussi le reflet justement d'une histoire. C'est aussi le reflet d'un contexte. Parce que c'est ça que j'ai voulu faire aussi. C'est toujours lier le chant au contexte dans lequel il a été écrit. C'est ça qui est forcément. C'est vrai que dans toutes les cultures, la chanson engagée, ça fait partie du répertoire, mais ce n'est qu'une partie du répertoire. Tout à fait. Cette fois-ci, c'est quasiment 90% du répertoire. Alors, est-ce que ça correspond uniquement à une période ou alors ça va plus loin? Non, ça va plus loin, mais c'est une période à un moment donné c'est un embrasement, celui des années 70, qui à un moment donné, sonne le réveil et sonne le riz à cuistre. Mais on voit bien, et on le voit bien aujourd'hui, que certains discours et certaines revendications, certains engagements de ces années-là continuent à être portés, continuent à être réclamés, continuent à être refusés pour certains. C'est une histoire, c'est un petit peu une histoire sans fin, on le sait. Mais tu parlais des chansons d'amour, mais il n'y a même pas de chansons très très gaies non plus. Non. Si on compare à la chanson italienne, c'est vraiment... la chanson corse, elle est assez triste finalement. Ou elle est militante, ou elle est triste. Comment on peut définir ça? Non, je pense que... Elle n'est pas festive. Je pense que... elle n'est pas forcément... C'est vrai qu'elle n'est pas forcément festive. Ça, c'est quelque chose qui est... ça fait aussi partie de nous, c'est la vérité. Mais je pense que, encore une fois, ce choix de ces chansons-là, c'est un choix avant tout
de chansons qui ont marqué. Oui, c'est ça. Qui ont vraiment marqué la société, ce sont des tubes qui restent dans le répertoire. Qui sont repris, qui font partie aujourd'hui du répertoire traditionnel. C'est ça, puisque la tradition n'est qu'une chose qui évolue à travers les siècles, à travers les décennies. Et aujourd'hui, voilà, ces chants-là aujourd'hui font partie de la tradition. Donc c'est aussi pour cela qu'ils ont été choisis. Mais ce qui est dommage, je n'en sais rien, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué. On s'aperçoit que depuis une vingtaine d'années, les groupes qui émergent, c'est des sous Tiamadialès, c'est des sous Mouvrin, des sous Cantaboulgos, on refait ce qu'on faisait dans les années 80-90, à part peut-être Bojewant, ou peut-être à part Barbara Wurtun. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de création ces dernières années? Alors, on a beaucoup de groupes, mais on fait davantage de l'animation. Le problème que nous avons, c'est que l'on compare avec une période qui a été une période d'explosion culturelle. Une période extraordinairement prolifique. Les 30-40 dernières années ont été incroyables en termes de production. Donc, mais parce que c'était lié, encore une fois, à un contexte sociétal et politique qui a pesé de tout son poids sur cette création. Donc, je pense que comparer la création d'aujourd'hui à la création de ces années-là, c'est un petit peu... Je parle d'évolution. On aurait pu évoluer par une uniformisation des chansons vers des brouillettes, pourquoi pas. Tout à fait. Des chansons pop, des chansons rock. Tout à fait. Pierre Gambin, il l'a fait. Il s'est adapté un peu. Mais c'est vrai que c'est un modèle, moi, c'est très personnel, c'est un modèle qui manque. Le modèle d'Iganté, le modèle d'un rock. Il y avait Siadeo dans les années 80. Tout à fait. Il y a eu les Varans aussi, mais... Même des chansons on a envie de danser, parce qu'il n'y en a pas. Ouais. Non, mais... le chant corse se caractérise surtout par un message, se caractérise surtout par une histoire, par... une identité que l'on porte. Et c'est vrai que c'est souvent ça. Dans la chanson française, on a ces chansons à message. Hein. Oui, mais on a aussi Georges Brassens, mais on a aussi Michel Delpech. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et chez nous, c'est vrai. Il y a une prédominance de la poésie chez nous. On parlait de chansons d'amour, on va voir. Il y a une chanson d'amour qui a connu un succès fou durant des années. Ensuite, elle a disparu un peu du répertoire. C'est Leletti. Elle a fait grincer quelques dents, surtout sur les personnes concernées. Puis il a eu quand même un succès. Alors après, elle a disparu. Elle a même été interdite d'antenne. Pas à France 3, mais sur d'autres radios, oui. Alors on va l'écouter. Un extrait. Ça donne envie de danser, Jérôme. Oui, et puis en plus, une chanson d'amour. C'est l'amour vache. Hein. Oui, c'est l'amour. Vous avez choisi la chanson la plus satirique du livre. Oui, non, effectivement. Elle a une histoire, hein, raconte-la nous. Oui, elle a une histoire. La chanson est sortie dans la Strada di Labenne en 78. Donc nous sommes en 76-77. Quanta vient de faire un concert dans la région cortenaise. Le groupe se retrouve dans un bar, autour d'alcool fort et de quelques cigarettes. Et ils font la nuit comme ça. Ils ne se quittent pas. Ils passent une bonne partie de la nuit dans cet établissement. Et évidemment, ils débattent de la Corse, de l'identité, de cette langue que l'on perd, et surtout de ces politiciens qui ne font rien, politiciens du clan qu'ils appellent. Et ils improvisent un petit peu, et au gré des improvisations, il y a une phrase ici, une phrase là, et la chanson naît comme ça. C'est-à-dire qu'elle est née vraiment de diverses improvisations extrêmement acides, évidemment, des membres du groupe. Donc Jean-Paul Poletti, Pietro Guelfucci et consorts. Et ils décident finalement de garder ce texte, de l'enregistrer sur un air traditionnel de Socha, de violon de Socha, je crois. Et voilà, mais évidemment, elle a été interdite. Déjà que Quanta avait du mal à faire certains concerts dans certaines communes, c'était
Gilles Simeone, vous avez la preuve que Gilles Simeone la chantait à tue-tête. Non, c'était. La chanterait-il encore aujourd'hui? C'était au pouvoir. Ah, je ne pense pas, non, effectivement. Mais Jean-Vitus Bondy, c'est vrai que ça a été censuré, peut-être, je ne sais pas par qui exactement, mais même les auteurs, quant à Oufgos, ça ne fait plus partie du répertoire depuis longtemps. Non, c'est une chanson trop marquée par son temps. Encore une fois, non, c'est une chanson trop marquée, mais certains élus et certains maires n'étaient pas à l'aise avec cette chanson. Et encore aujourd'hui, parce qu'elle est très satirique. Ouais, très acide. Très acide, oui. Bon, les chansons électorales, en Corse, il y en a eu beaucoup qui étaient aussi très acides. C'était des joutes plus locales, mais... Exactement, mais c'est dans la lignée justement de ces chansons électorales qui étaient particulièrement animées. De ces 130 chansons que vous avez choisies, est-ce qu'il y en a une que vous mettriez en exergue plus que les autres? Alors évidemment, c'est une question qu'on me pose très souvent. Et je cite souvent Malconcilio parce qu'elle se détache par son poids, par son imaginaire, elle se détache des autres. Antoine Cioz avait dit d'ailleurs, j'ai compris avec Malconcilio ce qui nous manquait. Donc je dirais pour vous faire plaisir, je dirais Malconcilio, mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres qui ont tellement compté. Moi qui suis passionné par la Première Guerre mondiale, qui m'intéresse à cette période, Le Chemin des Dames et Un ritratto des frères Vincenti, ce sont deux monuments. Et il y en a tellement d'autres. Il y a plein d'autres chansons. Mais je pense que, encore une fois, pour chaque contexte, pour chaque détail, il y a une chanson qui a marqué. Alors il y a quelque chose d'original quand même, c'est que des chansons n'ont pas été comprises, elles ont été à contresens. Je pense en particulier à la chanson, même Houdini, on ne sait pas très bien ce que venait faire Houdini. Oui, et puis Iguariere et Tia Madiales. Tout à fait. Mais on pense alors, lorsque... Alors c'est la faute des auteurs ou alors... Non. Houdini, c'est Gambini, c'est ça? Oui, c'est bien Gambini. Mais non, par exemple, Guerrieri qui a été repris dans tous les meetings, dans toutes les soirées, peu de gens, en tout cas, lorsqu'on s'intéresse vraiment au texte, on s'en doute, mais c'est un chant antimilitariste, puisqu'il parle finalement du soldat qui reste, qui est là et qui subit finalement l'invasion, qui est poussé à faire la guerre et qui ne veut pas la faire. Voilà, alors que le titre et le ton martial disent le contraire. Et Houdini ? Houdini, c'est finalement Pierre Gambini lorsqu'il. C'est beaucoup plus personnel. C'est beaucoup plus personnel. C'est une façon de dire avec de l'audace, avec de l'imagination, on peut aller beaucoup plus loin et ne pas se contenter de ce que l'on a. Il était un petit peu lui-même, de ce qu'il m'a raconté, il se retrouvait un petit peu à l'étroit, en tout cas en décalage au sein du groupe Igantelli. Il voulait que les choses il voulait aller un petit peu plus loin dans la professionnalisation, je dirais, de ce qu'il m'a dit encore une fois. Et il prend l'image d'Houdini pour dire Houdini qui à chaque fois arrivait à se sortir de ses tours de magie, arrivait à sortir quelque chose. Et bien lui, à chaque fois qu'on lui disait non mais c'est pas grave, on est bien comme ça, on n'a pas besoin de faire autrement, mais à chaque fois il revenait à la charge pour montrer qu'on pouvait justement être encore plus ambitieux, aller de l'avant. C'est une chanson qui a été très personnelle pour lui. Alors, selon vous, ces chansons que vous avez recueillies, elles perdureront à l'avenir ou alors elles sont uniquement le reflet d'une époque? Non, je pense qu'elles perdureront. Je pense que comme toutes les chansons, comme toutes les traditions, elles tomberont dans l'oubli un moment, puis elles reviendront, je pense. Parce que aujourd'hui, encore une fois, ce sont toutes des chansons, y compris les chansons d'amour, sont toutes des chansons qui ont marqué à un moment donné une époque. Alors, il y en a qui sont intemporels, quand même, qui resteront intemporels. Oui, mais complètement. Alors, on laisse tomber les arts musicaux et poétiques pour parler d'autres arts, la politique, c'en est un. Ouais. Cette semaine, on va retenir la conférence de presse de l'exécutif de Corse qui a haussé le ton à l'égard de l'État. Nous savons qui nous sommes, d'où l'on vient et ce que nous sommes capables de faire. Les mots de Gilles Simeone que l'on va écouter. Il faut construire un rapport de force politique avec l'État, y compris par des moyens qui ne se limitent pas à l'action institutionnelle. On sait d'où on vient et nous savons les unes et les autres qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. On sera capable là aussi d'aller sur un rapport de force qui ne se limitera pas aux déclarations et à la prise de parole dans les assemblées. Alors on sait d'où l'on vient, mais est-ce qu'on sait où on va, Patrick ?
faudrait demander à Gilles Simeone, il faudra demander... Enfin, moi, en tout cas, à titre personnel de journaliste, depuis 20-25 ans, je suis un peu las et fatigué de cette guéguerre que se livrent l'État et la majorité, enfin les nationalistes, la collectivité de Corse, ce que l'on veut, ce combat de coq, hein, avec des torts partagés d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est fatigant, c'est surtout fatigant pour les Corses. En plus, en ce moment où on vit une crise sanitaire terrible, avec des conséquences sociales et économiques qui vont arriver dans quelques mois sans précédent, on devrait concentrer nos efforts à résoudre cette crise. Il y a des problèmes actuellement qui se posent. Il y a Oretz, où on risque d'avoir un joyau, une des seules entreprises, une des seules réussites en milieu rural qui risque de fermer ses portes au 23 février. J'y suis particulièrement attaché parce que c'est ma région. J'ai connu pendant des décennies l'aquagidose dévorée par les herbes folles. Je n'aimerais pas que ça revienne. Moi, je préférerais qu'on se concentre sur ça, sur les déchets. Même, quel est le projet ? Quel est le projet ? Mais il n'empêche, il y a quand même une situation de blocage politique. Comment on sort de ça, Jérôme ? Il y a une situation de blocage politique, je suis d'accord. Par exemple, si on parle on va en parler peut-être, du retour de Pierre Alessandre, de Pierre Alessandre ça en fait partie, c'est un tout. Oui, mais ça, on peut légitimement parler de son indignation. Pour des questions de chéquier, qu'est-ce qui empêche de discuter, de dialoguer ? Par le dialogue. Mais on se le demande. Mais il faut être bien pour dialoguer. Il y a un moment. Mais qu'est-ce qui a justifié cette conférence de presse mardi ? Peut-être ce blocage politique. Non, mais depuis la lettre d'Emmanuel Macron, qui a été interprétée comme une fin de non-recevoir au plan Salves, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Est-ce que tout n'a pas été fixé le 6 et 7 février 2018 ? Moi, je crois que Emmanuel Macron, il a fixé une ligne la première fois où il est venu en Corse, avec Jean-Pierre Chevènement, qu'il est allé se recueillir pour Érignac, et qu'il a dit, en gros, il n'y aura pas de négo. Voilà. Et depuis, la ligne, elle n'a pas bougé. Donc après... la déclaration du président de l'exécutif, elle est inattendue et à contre-courant même de son discours classique. Et puis on se demande s'il est dans son rôle, quoi. Ouais. C'est même pas dans son rôle, c'est peut-être aussi de l'exaspération. On peut aussi à un moment dire maintenant ça suffit. Peut-être. Mais des deux côtés, maintenant il faut qu'il y ait un dialogue. Et on peut pas gouverner que dans l'opposition. Mais là aussi, feindre de s'étonner de cette déclaration de Gilles Simeone, rien n'a changé, rien n'a changé ou presque depuis justement le 6 et 7 février lorsque le président Macron est venu. Et là, cette déclaration-là, je ne parle que de cette déclaration-là vient un petit peu, sort un petit peu du chapeau avant les territoriales, pour récupérer aussi un électorat que l'on aurait déçu. S'il y a du fond et s'il y a de la vérité dans ce qui est dit, c'est une déclaration qui sort un petit peu, qui sort un petit peu de nulle part, même si encore une fois il y a des raisons de tenir ce genre de discours, mais tous les mois, les derniers mois qui ont passé, on a souvent demandé à Gilles Simeone de s'exprimer un peu plus durement sur la situation de blocage. Il ne le faisait pas. Littéralement, il l'avait fait lors de la précédente Assemblée. Voilà, au lendemain de la lettre d'Emmanuel Macron, rappelez-vous la réaction de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est co-constructrice du plan Salves. Parce que là, il y a le PTIC en vue avec un certain nombre de centaines de millions qui devraient arriver. C'est un copier-coller du document de la CCI. Qu'a dit Jean Domige, le président de la Chambre régionale ? Il faut dialoguer. Même si on n'a pas les 300 millions que l'on réclame, même si on en a 100, 150, prenons-les. Il y a le PTIC. Là, il y a d'autres raisons. Il y a le PTIC, des centaines de millions qui vont arriver pour les ports et aéroports. Je pense qu'on comprend que la Chambre de commerce ne s'oppose pas à l'État. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner à une situation de blocage ? Qu'est-ce qu'on a à gagner ? Et la stratégie qui consiste à défier l'État... Ce sont les demandeurs, en plus. On les demandeurs. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, parce que ça reste quand même l'État français qui... Je préfère raison, c'est lui qui a le chéquier. Et puis du coup... Aussi. Et puis du coup, ça donne quoi comme résultat ? Gilles Simeone qui défie l'État, la réaction de l'opposition... Et l'État qui ne répond même pas. L'État ne répond pas, mais la réaction de l'opposition, qui s'offusque. Finalement, tout le monde... Qui est un peu outré, mais qui est dans son rôle. Qui est un peu outré, oui, non, mais je veux dire c'est aussi tout dans le la monde, posture. Finalement, et à la fois Gilles Simeone et à la fois l'opposition s'agitent, finalement, voilà.
Eh bien, Guillaume, c'est vous qui aurez eu le mot de la fin. Merci à tous les trois messieurs d'avoir participé à notre première émission de l'année. Il y en aura beaucoup d'autres, en tout cas je l'espère, même si nous sommes reconfinés d'ici peu. En attendant, rendez-vous quand même la semaine prochaine avec un autre invité. Bonne azar à tous.